aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Il est 17h07, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club Le Chatelier, le club des experts pour la dernière heure. On est évidemment en direct en compagnie de Ruth Elkrief que je salue. Bonjour ma chère Ruth. Anne Niva est avec nous également, grand reporter. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. Le général Richoux est resté avec nous, je vous remercie général. Et Christian Megrelis est avec nous, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique. Chose vue chez Transcontinental d'édition. Je crois qu'on va voir votre livre s'afficher à l'écran. Alors vous avez évidemment tous suivi ce qu'il se passe en Ukraine, j'allais dire à Kiev, mais en fait sur tout le territoire ukrainien depuis ce matin. L'Ukraine s'est réveillée avec de nombreuses villes qui ont été attaquées, bombardées, que ce soit dans l'ouest du pays, dans l'est, au centre, au sud, un petit peu partout. Et on va commencer d'ailleurs avec Kiev, puisqu'effectivement c'est l'ultra-centre de Kiev, l'hypercentre comme on dit, qui a été visé, et notamment des cibles civiles. Claire Cambier sur place, en compagnie de Charlotte Lefettet. Le bilan est effectivement lourd. Alors pour l'instant, officiellement, on compte 6 morts et 50 blessés. Il y a 4 quartiers de la ville qui ont été touchés, dont Shevchenko, où nous nous trouvons actuellement en plein centre-ville. Vous le voyez, la chaussée a été endommagée, plusieurs voitures ont été incendiées et les fenêtres des bâtiments alentours ont explosé. Un peu plus loin, on peut même voir un cratère causé par un obus dans un parc pour enfants. Il était 8h15 et beaucoup de personnes se rendaient au travail, mais les cibles ne sont pas que civiles. Il y a eu aussi plusieurs infrastructures énergétiques touchées. Le Premier ministre a indiqué qu'à Kiev et dans le reste du pays, 11 de ces infrastructures ont été endommagées. Il y a actuellement des problèmes d'alimentation en eau et en électricité dans tout le pays. À Kiev, il n'y a actuellement plus d'électricité. Vous le voyez d'ailleurs sur les images de Charlotte Lefettet. Les agents municipaux sont à l'œuvre pour tenter de le rétablir. On nous dit que l'électricité devrait être de retour d'ici 2 heures maintenant. Petite question, évidemment vous avez parlé avec les habitants, c'est le retour de la peur, on recommence à se réfugier dans les abris, on retourne quelques mois en arrière. Kiev n'avait pas été frappé depuis fin juin. Exactement, ce matin les métros étaient bondés, les habitants ont suivi les conseils de la mairie, ils se sont mis dans les sous-sols, ce sont aussi des abris anti-aériens. Alors c'est des scènes que nous n'avions pas vues depuis effectivement des mois. Ces derniers temps, ces alertes n'étaient pas vraiment respectées. Il y a une heure, une deuxième alerte a retenti. Nous avons vu alors les habitants se mettre en vitesse aux abris. Nous les avons suivis et nous avons vu qu'ils étaient assez préparés. Certains avaient carrément des matelas pour rester dans la durée. Un jeune homme nous disait que depuis le pont de Crimée et ces frappes de ce matin, eh bien, la menace est plus importante. Et évidemment qu'il a peur, mais il le dit, il le redit, il croit en la victoire de l'armée ukrainienne et il veut rester confiant. Et ils le disent même ces Ukrainiens, cela renforce leur confiance dans leur armée. On va avoir l'occasion d'y revenir. Je voudrais d'abord qu'on regarde avec vous, Nivine Potro, ce que ça donne en carte pour ce qui concerne la ville de Kiev. On verra ensuite le reste du pays, parce qu'il y a d'autres villes qui ont été frappées cette nuit. Alors effectivement, Claire le disait à l'instant, c'est vraiment l'hypercentre de Kiev qui a été visé pour la première fois depuis la fin du mois de juin, avec notamment un lieu symbolique qui a été visé ce matin par les frappes, le pont Klitschko, qui est également surnommé le pont de glace. Il a été inauguré en 2019 et la particularité de ce pont, c'est qu'il mène à l'arche de l'amitié entre les peuples, tout un symbole évidemment. Alors le pont, il est toujours sur pied, c'est seulement une partie du pont qui a été endommagé. D'ailleurs, c'est toujours possible de traverser la chaussée. Autre lieu symbolique où se trouvaient nos équipes, où se trouvaient Claire et Charlotte, c'est donc ce parc, le parc Kievenko. On est vraiment dans l'hypercentre de Kiev et vous le voyez, eh bien, le missile il est tombé à seulement quelques mètres de cette aire de jeu pour enfants. Alors ce parc il n'est pas situé n'importe où dans Kiev, c'est vraiment l'hypercentre de Kiev. On est en face de la faculté de philosophie, on est à quelques pas seulement de la faculté de chimie, des écoles d'ingénieurs, du rectorat. Vraiment, il y a beaucoup de passages le matin à proximité de ce parc. Pour vous donner un ordre d'idée, à seulement une dizaine de mètres de ce parc, eh bien, c'est là que se croisent les 3 lignes de métro de Kiev. C'est vraiment l'une des artères principales de la ville. À 1 kilomètre de là, c'est la tour 101 qui a été visée. Alors c'est une tour d'affaires avec des bureaux, mais il y a également à l'intérieur de ce bâtiment de 27 étages le consulat
allemand. Alors pour l'heure, Berlin n'a pas encore réagi. On ne sait pas dans quelle mesure le consulat allemand a été touché. Tout ça, je vous le disais, c'est dans l'hypercentre. On est à proximité de la gare. Il y a à peine 1 kilomètre entre cette tour et la gare. On est à moins de kilomètres également du palais présidentiel où se trouvait ce matin Volodymyr Zelensky, à en croire cette vidéo publiée par le président ukrainien. Là, on le voit aux abords du palais présidentiel, dans le quartier en tout cas présidentiel. Le président se trouvait donc sur place quand ces missiles ont frappé la ville, ont frappé l'hypercentre. À noter également que plus au nord de Kiev, la centrale électrique de la ville a également été touchée, provoquant donc des coupures d'électricité, comme le disait à l'instant Claire. Pour l'heure, on ne sait pas si le courant a été totalement rétabli et surtout on ne connaît pas évidemment les dommages plus longs de cette centrale électrique en partie endommagée par les tirs donc de ce matin. Avec des frappes également un peu partout sur le territoire ukrainien, hein, ce que je disais tout à l'heure, Nivine, qu'on se trouve à l'ouest, au sud ou à l'est du pays. Hein. Alors effectivement, on vous a matérialisé les frappes de cette nuit sur cette carte et le moins que l'on puisse dire, c'est que quasiment l'intégralité du territoire ukrainien a été frappée ce matin. Ça va de la ville de Lviv, tout à l'ouest de l'Ukraine, à la ville de Kharkiv, tout à l'est. Ça va également au sud avec la ville de Mykolaïv ou encore celle d'Odessa qui a également été frappée évidemment par ces différents tirs. Alors quelques villes peut-être dont on va parler. Dnipro avec Thomas qui nous le disait tout à l'heure, ce bâtiment très impressionnant qui a été en partie endommagé, enfin en tout cas qui s'est écroulé en partie plus précisément dans la ville de Lviv. Cette fois on est vraiment tout à l'est et bien là aussi comme à Kiev, des coupures d'électricité ont été signalées puisque c'est le système électrique qui a été touché d'après le maire de la ville. On déplore également des coupures d'eau puisque tout le système est relié. Voilà pour la ville de Lviv, une autre ville dont on n'a pas beaucoup parlé dernièrement, mais dont on avait beaucoup parlé au début de la guerre, c'est Jytomyr, cette ville qui avait été bombardée à de très nombreuses reprises au tout début de la guerre. Les habitants de la ville espéraient en avoir fini avec les bombardements, et bien malheureusement pour eux, ça a repris ce matin de manière très intense. Et puis enfin une autre ville, Zaporijjia, ça a été la première touchée avec ces images au petit matin. C'était vraiment très tôt ce matin. Là, ce sont des immeubles d'habitation qui ont été visés avec un bilan humain qui est très lourd dans la ville de Zaporijjia, même si évidemment tout ça bouge énormément. Donc pour l'heure, impossible de dire avec précision combien d'Ukrainiens sont morts dans ces différentes frappes. Merci beaucoup, merci Nivine, l'ancien président ukrainien qui nous disait tout à l'heure a priori 11 morts pour l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement il y a des bâtiments qui sont écroulés et que les secours sont toujours à pied d'œuvre. Anniva, comment est-ce que vous lisez cette opération russe tout à fait bien coordonnée d'ailleurs, hein, puisque toutes ces villes ont été frappées en quelques heures seulement. Ça nous dit quoi ? Écoutez, je pense que c'est effectivement beaucoup plus facile pour l'armée russe d'envoyer des missiles plutôt que de contrôler des territoires occupés, de faire avancer d'un côté ou de l'autre de façon claire le front. Donc on se demandait quelle serait la réaction de Vladimir Poutine, et bien voilà, on l'a obtenu. Et en plus, il l'a assumé. Il l'a assumé puisque tout à l'heure, il l'a dit. Il a même évidemment estimé que c'était un acte de terrorisme. Et je dois dire que depuis ce matin, donc toute la journée, en Russie, on entend évidemment de la part de ceux qui s'expriment et de ceux qui s'expriment et qui sont non pas des opposants bien sûr, mais des gens qui sont peut-être pro-Poutine, mais encore plus extrémiste que Vladimir Poutine, de la satisfaction. Oui. De la satisfaction. Il y a Kadyrov, ce leader de la Tchétchénie, qui a évidemment immédiatement fait le fier à bras sur sa chaîne Telegram pour dire qu'il était enfin satisfait à 100% de l'opération. Et il s'adresse même en tutoyant le militaire ukrainien en disant « tu penses que toi tu peux et que d'autres ne peuvent pas ». Donc voilà, nous on peut et voilà ce qu'on fait. Et un autre personnage qui est monsieur Aksionov, qui est le président pro-russe bien sûr de la Crimée, qui a dit que depuis le premier jour, lui, il avait dit que si c'était justement ce qu'on avait fait, ce que les Russes auraient fait depuis le premier jour, c'est-à-dire des frappes intensives, massives, comme celles auxquelles on a eu droit aujourd'hui, eh bien, l'opération antiterroriste serait terminée depuis le mois de mai. Alors est-ce que c'est pas un petit peu effectivement survendu, ce qui se dit en Russie? Vous nous expliquiez tout à l'heure, Général, que c'est impressionnant sur les images,
mais que ça n'a rien d'extraordinaire. 80 missiles dont la moitié sont interceptés Non, déjà. les effets militaires sont négligeables. Voilà. S'ils ont atteint une centrale électrique, on voit quand même qu'il y a une imprécision, ça tape un petit peu partout. Et puis je rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que 80 missiles sur autant de villes, ça n'est absolument pas énorme, c'est très très peu. Et donc, en fait, sur le plan militaire, ça n'a pas véritablement de portée. Sur le plan politique, il y a l'avertissement. Et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dis quand même que sur le plan médiatique, il donne un effet de masse qui est assez bien joué. Bah, regardez. Voilà, ça c'est l'effet de masse. Et on en parle depuis le début de la journée. On a l'impression qu'il a fait des frappes massives partout, sur tout le territoire, et que l'Ukraine est en feu, avec 80 missiles dont la moitié ont été interceptés. Et ça, sur le plan, le coup médiatique, pour montrer une pseudo-puissance qui n'existe pas, en fait, dans les résultats militaires, est relativement bien joué. C'est pour ça qu'il est important de le décrypter comme on le fait depuis tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on reçoit les alertes, etc., on a l'impression effectivement que le territoire est en feu. Ruth. Toucher l'orgueil de Poutine à un coup. Alors c'est celui-là, c'est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'attaque de civils et par des missiles. Donc c'est un peu différent de l'avancée sur le front contre des militaires. C'est-à-dire une politique de terreur, une politique d'attaque sur la capitale, comme il l'a fait au début. Néanmoins, dans les capitales occidentales, on regarde de cela, donc effectivement, on attendait la riposte. Donc c'est le fameux coup, il est là, peut-être 11, peut-être plus, et puis des destructions, notamment d'installations. Donc évidemment, c'est loin d'être négligeable. Mais quand même, on a le sentiment que ça s'adresse d'abord à l'opinion publique russe, qui dit il veut jouer au dur et il montre qu'il peut être dur. Mais en réalité, c'est beaucoup moins, pardon, c'est horrible de le dire comme ça, parce que c'est très très dur et c'est très tragique pour tous ceux qui ont été touchés ce matin, que ce qui était craint et redouté, notamment l'arme nucléaire, bien évidemment, mais même au-delà. Parce que, en particulier, on continue à se poser des questions sur la réelle puissance militaire russe. C'est-à-dire que 80 missiles, c'est beaucoup, mais en même temps, ça veut dire aussi que c'est peu et qu'il n'y en a pas tant que ça en réserve. 80 missiles sur 10 villes, 15 villes. Voilà, donc en réalité, on se dit, il fait ça parce qu'il ne peut pas plus, vraiment. Alors il promet quelques nouveaux épisodes, on va voir. Mais il y a une chose, c'est qu'on sait que les Chinois ne livrent plus de chips qui permettent le radioguidage des missiles. Et donc ça, c'est très important, puisque cela veut dire que leur puissance en fait de tir est amoindrie. Donc tout cela, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les capitales occidentales qui regardent cela, qui s'attendaient à la riposte, mais qui donc disent, comme l'a dit le président Macron, c'est un changement de nature. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à des civils, parce qu'on s'attaque aux installations énergétiques. Mais à la limite, la guerre contre les civils, Anne le sait bien, c'est la Tchétchénie ou c'est Alep. C'est pas ce qui s'est passé ce matin encore. Grâce à Dieu, je veux dire, Dieu merci, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réalité, on se dit, bon, il fallait qu'il riposte, il fallait qu'il garde la face, ou qu'en tout cas, il continue à montrer qu'il joue au dur, qu'il rassure ses extrémistes qui le poussent en permanence et qui critiquent l'armée, etc., auxquels il doit donner une réponse. C'est très intéressant Kadyrov qui dit je suis à 100% satisfait. Oui, parce qu'on avait bien montré la semaine dernière qu'effectivement, il y avait un changement de ton même à la télé russe. Il allait très loin. Donc là, s'il a, entre guillemets, rempli sa feuille de mission qui était de faire taire pour un petit temps ces extrémistes, du côté occidental, on dit attention, ne touchez plus les civils. En plus, on va continuer à soutenir les Ukrainiens et on va leur livrer, et on y reviendra peut-être, notamment des défenses antiaériennes efficaces, sol, air, etc., pour riposter. Mais on est un peu on s'attendait à pire que ce qu'on aurait pu. Mais Christian Megrely, c'est vrai qu'en première lecture, à la première lecture de ce qui s'est passé ce matin, on avait tendance à se dire bon voilà, on est encore dans la politique de la terreur. Vladimir Poutine, il manie cette chose-là depuis le début, expliquer aux Ukrainiens qu'ils ne sont en sécurité nulle part sur le pays, etc. Et puis c'est vrai quand on creuse un peu et qu'on gratte un peu et qu'on a une expertise militaire pour nous dire non mais attention, sur un territoire aussi grand que l'Ukraine, 80 missiles dont la moitié sont interceptés, franchement c'est pas beaucoup. On se rend compte qu'en fait, effectivement, comme le disait Ruth et comme le disait Anne tout à l'heure, en fait, Vladimir Poutine, il est en train d'essayer d'asseoir un petit peu sa position en Russie. Parce qu'il commençait à être quand même... On entendait des voix qui critiquaient quand même pas mal. Il y a une chose qui a attiré mon attention et que j'ai trouvée très intéressante. C'est que quand il a annoncé que c'était le coup d'après, qu'il fallait faire attention, pas une seule fois, il n'a parlé de l'OTAN.
pas une seule fois, il n'a parlé de l'Occident. Il n'a parlé que des Ukrainiens. Et il a réduit sa guerre à une guerre à ce qu'elle est, c'est-à-dire une guerre russo-ukrainienne. Ce qui n'était pas le cas la semaine dernière quand il avait pris la parole, il avait fait tout l'inverse. Hein. Voilà, il avait dit l'inverse. Ouais. Par conséquent, il y a là, d'abord la reconnaissance du fait que les Ukrainiens sont des vrais opposants. Ensuite, la reconnaissance que cette affaire du pont, qui n'était pas fondamentale parce que ça sera réparé en quelques semaines, était bien une affaire ukrainienne et pas une affaire de l'OTAN. Il aurait pu très bien dire que c'était les nageurs du MI6 ou je ne sais quoi, mais il ne l'a pas dit. C'est vraiment les terroristes ukrainiens. Et le fait que ce matin, il a annoncé que c'était contre l'Ukraine et que c'était l'Ukraine, et qu'il n'a pas dit OTAN. Et pour moi, c'est quand même un signe d'une évolution. Alors, si vous voulez bien, on va écouter précisément ce qu'il a dit, puisqu'on a évidemment le son. On regardera ensuite ce qu'a dit Dmitri Medvedev, que vous évoquiez oui, tout mais à l'heure. Medvedev, il est là alors justement, bad cop, pour bien hurler sûr. au loup. Hein, On écoute d'abord Vladimir Poutine. Aujourd'hui, une attaque a été lancée depuis les plateformes aériennes, navales et terrestres sur des sites importants d'infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Si les actes terroristes ukrainiens continuent, la riposte du côté russe va être sévère et proportionnée au niveau des menaces qui pèsent sur la Fédération de Russie. Personne ne doit en douter. Ces menaces sur la Fédération de Russie. Bon, ensuite, Dmitri Medvedev, qui fait donc, comme vous le disiez très correctement tout à l'heure, en rajoute parce qu'il fait un peu le service après-vente et qu'il a aussi des idées politiques derrière la tête. Regardez ce qu'il a dit l'ancien président russe. Le premier épisode s'est joué, il y en aura d'autres. De mon point de vue, l'objectif doit être le démantèlement total du régime politique de l'Ukraine. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Non, mais moi je pense qu'effectivement ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire que les diatribes de Vladimir Poutine, depuis le début de cette guerre, bon, il y a des, on pourrait peut-être trouver un algorithme, je ne sais pas, par rapport à sûrement, mais souvent il utilise ces deux mots, Occident collectif. Il dit l'Occident collectif, qui est assez nouveau de dire cela, l'Occident collectif, justement pour ne pas dire l'Ukraine, pour minimiser l'Ukraine et pour se donner encore plus d'importance et dire que lui, il est seul contre finalement le reste du monde et qu'il incite d'autres États qui sont pas pro-occidentaux comme lui à le suivre. C'est-à-dire, c'est toujours sa réécriture de l'histoire sur le fait que nous ne sommes plus dans un monde bipolaire, mais un monde multipolaire. Aujourd'hui, ça n'est pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas dans sa tête, mais il semblerait que quand même le fait que ce pont ait été attaqué samedi, le pont de Crimée, qui est quand même un pont extrêmement important symboliquement pour le pouvoir russe qu'il a voulu, qu'il a construit très rapidement. C'est une gifle pour lui, une vraie gifle. C'était une vraie gifle symbolique. Et là, il a dit carrément, ce qui n'est pas son habitude non plus, que les fautifs, c'était les Ukrainiens, c'était les services de renseignement militaires ukrainiens. Et donc, il a en quelque sorte, alors je ne sais pas si c'est un changement de stratégie, mais c'est en tout cas peut-être la preuve que Vladimir Poutine, finalement, observe ce qui se passe sur le terrain. Finalement, il n'est pas complètement dans les nuages. Que ce soit mondialisé. Ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens ont aussi leur version. Oui. Ils n'assument absolument pas ni ne revendiquent l'explosion du pont. Et à l'inverse, l'ambassadeur d'Ukraine à Paris, mais aussi d'autres sources ukrainiennes, du renseignement ukrainien, affirment que l'opération de ce matin a été préparée les 2 et 3 octobre dernier, donc avant l'explosion du pont. Oui. Pourquoi je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ça n'est pas en notre pouvoir de pouvoir le dire. Mais je peux imaginer que du point de vue ukrainien aujourd'hui, il s'agit de ne pas être l'agresseur. Et de ne pas être passé aux yeux des Russes, y compris, qu'ils cherchent à convaincre, vous voyez, par toutes ces formes de messages, par les messages aux soldats, par les messages à l'opinion publique russe de multiples façons, qu'ils ne sont pas les agresseurs. Donc aujourd'hui, du côté ukrainien, il est important de ne pas revendiquer l'attentat contre le pont. Oui, ils en ont fait des trolls sur les réseaux sociaux, ils ont fait il y a eu quelques allusions quand même. Voilà. Hein. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, je lui ai posé la question, l'ancien président ukrainien. On a parlé de ce pont, et de lui-même d'ailleurs, il en est venu à dire ce sont des patriotes qui ont fait ça. Et je m'en réjouis. Oui, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement ukrainien. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement ukrainien. Ça ne veut surtout pas dire ça. Exactement. Là, on a affaire à peut-être
et vous savez bien que toutes les hypothèses ont été émises, y compris celle d'ultra-russe, qui poussait Poutine à réagir pour montrer qu'il reste fort. Et éventuellement d'ultra-ukrainiens ou de patriotes ukrainiens qui veulent absolument qu'on aille jusqu'à la reconquête de la Crimée et qu'on ne s'arrête pas à la reconquête du Donbass. Donc aujourd'hui, voilà, tout ça est une propagande et contre-propagande et c'est tout à fait normal. Et notre rôle, c'est d'essayer de l'expliquer ou de donner les éléments pour essayer de comprendre. Mais on n'a pas le fin mot de l'histoire à cette heure-ci. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment ça s'est passé du côté de Dnipro, parce qu'on a une autre équipe qui est là-bas, en l'occurrence c'est Thomas Misraki, puis ensuite on ira retrouver Lise Romboudou à Moscou, qui nous expliquera comment tout cela a été vécu à Moscou. Elle nous dira d'ailleurs que pour les moscovites, c'était pas du tout une surprise. On commence avec Thomas à Dnipro, donc où il y a eu des bombardements assez destructeurs, Thomas. 2 missiles russes ont frappé ce matin ce quartier qui se trouve au nord de la ville de Dnipro. Les faits se sont déroulés aux alentours de 8h25. Le premier missile a frappé cette usine ici, une usine qui apparemment était désaffectée. Les briques en provenance de l'usine ont tout détruit sur leur passage, les arbres, mais aussi on le voit, ce véhicule. Le second missile a lui frappé en plein milieu de cette avenue. Il a provoqué cet immense cratère. Fort heureusement, il n'y avait ici aucun véhicule. Un tout petit peu plus loin se trouvait un bus municipal dont toutes les vitres ont été pulvérisées. Pulvérisée également la façade de cet immeuble qui se trouve à proximité de l'avenue et qui a été sévèrement endommagée par le souffle de l'explosion. Miraculeusement, encore une fois, ici, il n'y a eu ni mort ni blessés dans la région de Dnipro. Les attaques du jour ont tué au moins 4 personnes et blessé une vingtaine d'autres. Voilà, de nombreux blessés, des morts également. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres frappes selon vous, Général? On sait que à Kiev, par exemple, on a expliqué aux populations qu'effectivement, il fallait peut-être retourner dans les abris anti-bombes. Dans le métro, on sait qu'il y a beaucoup de monde, par exemple. Les gens vont se mettre à l'abri. Oui, c'est toujours possible, mais pas certain, parce qu'il a dit qu'il avait mené une attaque proportionnée. Donc il a utilisé ce terme-là volontairement. Je crois que c'est terminé. Et donc je pense que c'est la riposte. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il là je suis d'accord avec vous, il s'est mis dans une posture de légitime défense. Il a dit si le territoire russe attaqué. Et donc il a répondu au fait qu'il considérait que le territoire russe était attaqué avec l'attaque du pont de Crimée, voilà, qui bien entendu appartient à la Russie selon le narratif russe du moment. Donc là, il a riposté, et puis ensuite se pose la question de sa capacité de balancer des missiles tous les jours dans toutes les directions. Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu dubitatif. Sur le plan militaire, on l'a dit, mais quand on disperse comme ça, on les a plus pour les objectifs stratégiques réels. Là, alors, il a obtenu un effet symbolique, médiatique, une résonance internationale considérable, mais il n'a pas fait avancer ses aventures militaires en attendant, avec des missiles à millions d'euros. Et du point de vue de la Russie, comment est-ce que tout cela a été effectivement analysé? On va rejoindre Lise Romboudou qui est donc à Moscou. C'est pas une surprise, Liseron, cette opération-là? Et vous savez, ici à Moscou, ce n'est pas du tout une surprise, car hier soir déjà, Vladimir Poutine avait clairement accusé les services spéciaux ukrainiens d'avoir commandité et organisé l'attaque sur le pont de Crimée. Donc, si vous voulez, tout le monde s'attendait ici, savait qu'une réponse était inévitable et en cours de préparation. Et l'aile dure dans le propre camp de Vladimir Poutine demandait une réponse ferme qui pèse. Donc les frappes de ce matin sur les infrastructures stratégiques et importantes d'Ukraine montrent que cette aile dure a été entendue, mais aussi elle montre que la Russie serait peut-être en train d'entrer dans une troisième phase de son opération militaire, beaucoup plus offensive. Et ce n'est pas un hasard, la réunion du Conseil de sécurité a justement pour objectif la sécurité nationale, donc la protection du pays, la protection de la Russie. Il n'est pas impossible que Moscou décide maintenant un changement de stratégie globale, un changement de format et donc une restructuration, si vous voulez, de son dispositif militaire sur le terrain avec beaucoup plus de moyens. Ce pourrait être, Christian Maigrelis, par exemple, la mobilisation